Voilà. Très bien. Donc, ce webinaire sera enregistré pour pouvoir ensuite être disponible sur notre site internet pour pouvoir le revisionner plus tard. Et deuxième élément technique, veillez à, pendant le temps que je parle ou que je présente les appels à projets, à faire bien prendre garde de fermer vos micros, afin qu'il n'y ait pas de bruit extérieur et qu'on puisse s'entendre sans aucun problème. Voilà. Vous pouvez bien évidemment alors soit m'interpeller lors de la présentation d'un appel ou à un tout autre moment sur une question ou sur une autre, soit directement en levant la main, et puisque il vous est possible de lever la main, ou en écrivant dans le chat. J'essaierai de regarder, ou en tout cas de faire en sorte que je puisse y répondre, ou mes collègues qui sont présents aussi puissent y répondre. Voilà. Je vais enfin pouvoir vous présenter ces appels 2023 de la destination Border Management. Pour ceux qui n'ont pas suivi peut-être tous les épisodes concernant le cluster 3, nous présentons relativement ou comparativement à nos camarades des autres clusters sur lesquels vous avez peut-être suivi les webinaires, les appels plutôt tardivement, fin janvier, pour deux raisons principales. Tout d'abord, jusqu'à quasiment presque la veille de la publication du programme, nous n'étions pas sûrs d'avoir une version validée par la Commission européenne du programme de travail, suite à différents justement entre États membres et la Commission européenne sur ces appels à projets. Donc, on est assez heureux de pouvoir le présenter aujourd'hui. Et puis, on vous les présente aussi en janvier parce que, comparativement aussi à nos autres camarades des autres clusters, nous avons aussi la chance d'avoir un temps assez long devant nous, puisque la date limite de dépôt des appels à projets pour les appels du cluster 3 et donc pour les 5 destinations principales du cluster 3, Border Management, Société résiliente, infrastructure résiliente, Strengthen Security Research and Innovation, et puis Fighting Crime and Terrorism. Ce sera donc pour le mois de novembre. Alors je crois que c'est le 23 novembre, on va vérifier ça. Et puis la destination cybersécurité, c'est une semaine avant. Donc on a un temps assez long devant nous pour lequel vous présentez les appels à projets. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc, vous connaissez aujourd'hui, on va passer très rapidement sur ces premières présentations, le programme Horizon Europe. Maintenant, on est sur la 3e année, on est toujours dans le pilier 2, nous sommes le cluster sécurité. Donc, nous sommes ici, ce petit cluster qui doit donc adresser toutes les problématiques de sécurité pour la société, sécurité civile pour la société. Le cluster 2, les règles générales, vous les connaissez, mais je vous les remets devant vous. C'est une approche top-down, c'est-à-dire que ce sont des appels thématiques écrits par la Commission européenne pour répondre à des problématiques attendues ou des réponses attendues par la Commission européenne. Ce sont des projets collaboratifs, donc l'idée est de créer un consortium constitué de minimum 3 entités différentes, enfin 3 entités provenant de 3 pays, soit États membres ou États associés de l'Union européenne, pour répondre à ces appels à projets qui durent donc en moyenne 3 à 4 ans et qui disposent d'un budget de 4 à 5 millions environ. Je passe à la prochaine slide. Les critères d'éligibilité, donc on vous les rappelle, mais je vous indique également que toutes ces planches vous seront rendues disponibles à la fin du webinaire. Donc on enregistre et puis ensuite on vous donne la disposition de ces planches. Donc vous aurez aussi accès à tous les liens que nous avons mis dans ces planches pour vous donner plus de détails aussi, plus de documents sur des choses intéressantes. Alors, je remercierai de veiller à faire attention à ne pas ouvrir vos micros. Merci beaucoup. Je passe à la planche suivante. L'évaluation des projets européens, puisque c'est aussi des critères importants. Vous candidatez à des appels donc, qui disposent de quelques règles et vous êtes évalué sur des critères qui sont relativement connus aujourd'hui, sur l'excellence, donc l'excellence de votre projet scientifique et de l'adéquation entre la question de la Commission européenne et la réponse que vous souhaitez leur apporter, première chose. L'impact, comment est-ce que concrètement la réponse que vous apportez ou le dossier de candidature que vous apportez va avoir un impact pour répondre à la problématique posée par la Commission européenne. Et puis enfin, la qualité et l'efficience de la mise en œuvre, c'est-à-dire comment est-ce qu'au niveau du partenariat, vous avez mis en œuvre une stratégie, un travail cohérent et réparti de manière efficace entre les différents partenaires. Voilà.
Trois types de projets que vous commencez à connaître, mais si vous ne les connaissez pas, en tout cas, vous avez cette planche-là et nous sommes toujours à votre disposition pour pouvoir répondre à toutes les questions. Tout d'abord, des appels des Research and Innovation Actions qui sont plutôt sur des appels à projets, plutôt sur la production de nouvelles connaissances ou ou des tests là, voir la faisabilité d'une idée ou d'un concept. L'IA qui se situe peut-être plus en amont au niveau par rapport à la mise en œuvre sur le marché. Donc, on a déjà suffisamment de connaissances et donc on essaie de voir comment est-ce que concrètement on peut développer et mettre à disposition cette connaissance. Il y a déjà eu des pilotes, il y a déjà eu des essais, des tentatives. On essaie d'aller un petit peu plus loin. Et puis enfin, des CSA qui sont aussi des appels à projets plus rares, mais aussi intéressants puisque ce sont des mises en réseau sur des problématiques particulières, soit d'achat par exemple, comme il y en a une qu'on verra cet après-midi, pas dans cette réunion, mais dans une autre réunion, de réunions de parties prenantes sur un sujet pour pouvoir réfléchir ou mettre en œuvre un réseau pour réfléchir au niveau européen. Voilà. Alors, le cluster 3, voilà, allons concrètement dans ce cluster 3 qu'on commence à bien connaître. Aujourd'hui, on est sur le programme de travail 2023-2024, cluster 3 Civil Security for Society, donc avec toutes les différentes priorités que vous pouvez lire. Ce cluster 3 s'inscrit évidemment dans un programme plus global qui est celui d'Horizon Europe et pour lequel donc, nous vous conseillons toujours de vous référer au plan stratégique tel qu'il a été élaboré et écrit par la Commission européenne, où elle indique bien quels sont les attendus de chacun des grands programmes qu'elle porte et pour lesquels elle offre des financements. Et donc, il est intéressant de pouvoir revenir sur ce plan stratégique pour pouvoir bien recomprendre exactement dans quoi tout ça s'insère. 6 domaines d'intervention. Donc, pour ce cluster 3, nous allons parler aujourd'hui de ce qui est de la protection des frontières, donc avec un budget de 15% sur 2023, voilà, avec un total donc, de 159 millions d'euros pour tous les appels 2023, pas uniquement border management, mais pour les 6 destinations. Et donc, effectivement, la deadline, c'est le 23 novembre 2023. Je ne suis pas sûr que la cybersécurité, ce sera également 23 novembre 2023, mais mes collègues me corrigeront ou compléteront le cas échéant cette donnée lors de notre webinaire sur la cybersécurité qui aura lieu le 1er février, mercredi. Donc, un rappel ici de nos destinations et domaines. 3 domaines, mais c'est un intérêt assez moindre pour nous puisqu'on va rentrer concrètement ensuite dans le détail de chacun de ces appels. Mais vous voyez ici une bonne répartition au niveau du budget des différentes destinations. C'est évidemment la destination cybersécurité qui retient le plus l'attention, peut-être à juste titre, de la Commission européenne, étant donné les menaces que l'on peut subir et que l'on voit qu'on pourrait subir dans le futur sur la cybersécurité. Mais la destination Border Management est aussi une destination très importante avec des appels aussi relativement moins nombreux, mais assez intéressants également. Voilà. Nous, le webinaire que je vais, enfin en tout cas les planches que je vais vous présenter vont constituer à la fin, et puis également vous aurez accès à ma présentation, vont constituer un guide sur lequel donc, nous mettons plusieurs choses. Ici, nous mettons le nombre de projets, le nombre de financements par projet, le type de l'appel et puis également le niveau de TRL au cas où il est indiqué dans l'appel. Ici, dans la barre du haut, nous mettons toujours le titre de l'appel, sa référence et également un lien vers le programme de travail qui est en ligne vers l'appel, donc qui est publié en ligne sur le site de la Commission européenne. Ici, sur cette page-là, sur ce milieu de page, on y met un peu la synthèse, c'est-à-dire ça vous permet d'avoir une lecture un peu exhaustive, rapide, en diagonale de cet appel à projet sur lequel on peut revenir donc avec vous au besoin. On met en avant dans un encadré sur la droite tous les points importants, tous les points qui nous semblent importants, qui ont été soulevés en tout cas par la Commission européenne dans l'appel, ainsi que le consortium, c'est-à-dire le consortium, ce sont vraiment les critères d'éligibilité imposés par la Commission européenne. Si vous ne constituez pas un consortium tel qu'il est indiqué dans ce paragraphe, mais qu'on retrouve aussi dans le texte de l'appel, bien évidemment, puisque nous ne faisons que reprendre tous les éléments du programme de travail du cluster 3, vous pourriez être frappé d'inéligibilité, ce qui, on l'a vu lors de la dernière vague, est arrivé assez
pas souvent, mais il y a eu quand même quelques appels et quelques candidatures et en nombre suffisant pour que ça puisse être inquiétant au niveau européen, d'appels inéligibles. Donc toujours faire très attention à votre inéligibilité. Et ensuite, dans un petit encadré du bas, on essaie aussi de vous donner au maximum, quand on peut trouver cette information, les liens vers tous les appels précédents, financés ou à venir, quand on les connaît. 2024, par exemple, on les connaît, donc on aurait pu les mettre, et j'en ai mis quelques-uns, je pense. Donc tous les appels précédents qui ont été financés par la Commission européenne sur cette thématique particulière, on vous redonne le lien, donc on vous donne le code de cet appel, on vous donne le lien vers cet appel, c'est-à-dire vers la page officielle sur le site de la Commission européenne de cet appel à projet. Et donc là, vous pouvez retrouver non seulement le texte de l'appel à projet, et en bas de cette page, vous pouvez retrouver tous les lauréats, tous les projets lauréats sur cette même thématique, ce qui vous donne in fine accès à pas mal d'informations, puisqu'en cliquant sur ces lauréats, vous pouvez avoir non seulement les participants qui ont déjà répondu à cet appel à projet et donc de fait trouver des partenaires, peut-être potentiellement. Et également, vous avez accès donc à leur site internet sur lequel la plupart du temps sont publiés les résultats des recherches. Et donc, ça vous donne aussi un moyen de pouvoir vous appuyer sur des appels à projets différents. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la Commission européenne insiste régulièrement tout au long du Work Programme à dire qu'il faut qu'à chaque fois que les appels à projets, les candidatures que vous déposez ne fassent pas doublon avec d'autres projets déjà déposés précédemment. Donc avoir une bonne visibilité, c'est un peu ce qu'on vous offre aussi dedans. Avoir une bonne visibilité de ce qui a été financé, de ce qui a été produit est intéressant. Et puis s'insérer de manière harmonieuse dans les différents financements que la Commission européenne propose. Donc, c'est une manière, si vous voulez, de répondre un petit peu à cette question de la Commission européenne. Voilà. Là, j'ai voulu ici aussi vous présenter rapidement la stratégie du PCN. Donc aujourd'hui, on en est à cette partie webinaire. Et ici, c'est une ancienne planche, donc j'ai oublié de rajouter, mais ici, c'est les deadlines des appels à projets, c'est en novembre. Donc en janvier, nous, on fait des webinaires et ensuite, on va essayer de faire en sorte que vous puissiez identifier des personnes avec lesquelles vous pourriez déposer des appels à projets. D'abord, peut-être en France, pour trouver des partenaires français, et ensuite au niveau européen. Donc d'ici le mois de mars et vraisemblablement à la fin de la semaine, on pourra vous envoyer les dates qu'on a déjà identifiées pour faire des pitchs. On va vous proposer de venir présenter un peu quelles sont vos compétences sur les appels à projets et de pouvoir donc vous écouter les uns les autres et de se dire, tiens, de pouvoir identifier pour vous quels sont les partenaires avec lesquels vous pourriez éventuellement commencer à réfléchir à déposer un appel à projet. Donc ça, c'est au niveau français. Ensuite, en mars, on va également, on est en train de travailler avec l'ANR, l'Agence nationale de la recherche, créer un moment de rencontre avec les académiques qui sont assez peu présents et qui pourtant sont nécessaires dans les consortiums au niveau européen. Et donc, on va faire une journée avec les académiques au niveau français sur les thématiques de la sécurité civile dans laquelle nous allons intervenir au niveau européen. Donc, ça pourrait être l'occasion aussi de se relier avec cette communauté académique. Et puis ensuite, en avril et en mai, on va vous proposer de vous accompagner au travers de deux événements qu'on co-organise, en tout cas pour le SMIG. C'est un événement de brokerage event, c'est-à-dire que ça va vous donner la possibilité de participer à des réunions de brokerage event au niveau européen. Alors, c'est une ancienne planche, donc je m'aperçois que j'ai fait une erreur. Normalement, ici, j'aurais dû mettre un événement qui va se produire le 4 avril, mais je le remettrai dans la bonne version. Le 4 avril au ministère, sur lequel nous allons faire un événement de brokerage event français, c'est-à-dire que vous allez pouvoir venir au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour rencontrer d'éventuels partenaires avec lesquels monter un consortium. Je remettrai les bonnes planches par la suite. Je m'excuse pour cette petite erreur. Alors, ce qu'on vous propose, nous, dans l'accompagnement, c'est donc non seulement un guide, la présentation des appels, on vous donne aussi pas mal de liens vers tout ce qui est tutoriaux du PCN juridique et financier pour bien comprendre le programme, pour avoir accès à une base de données de connaissances et puis pour pouvoir interpeller aussi des personnes qui sont expertes dans le portage des appels à projets européens. On identifie aussi des sources de financement telles que le MRSEU ou le DIAC TPI sur lesquels on pourra vous donner plus d'informations. Et puis, ce qu'on vous propose aussi, c'est que dans tout ce travail, dans tout ce schéma qu'on a imaginé de manière stratégique pour répondre à vos besoins,
il est toujours tout à fait possible de nous interpeller directement, moi et puis mes collègues, sur les appels à projets et de pouvoir vous poser toutes les questions qui vous semblent, enfin, tout ce qui vous paraît obscur ou toutes les stratégies que vous voudriez porter au niveau européen. Et on peut tout à fait vous consacrer du temps pour répondre à toutes ces questions. Donc, n'hésitez pas à vous saisir de nos outils et de ce que nous faire. Quelques conseils donc, pour les appels à projets européens avant d'en arriver directement sur les 4 appels. La Commission européenne, en relisant un peu le Work Programme et autres, a émis une série de conseils. Donc, il m'a semblé bon d'en faire une sorte de petite fiche synthétique pour essayer de rassembler un peu ces différents éléments qui sont épars, toujours prendre, dans le cadre de la réponse à vos appels à projets, toujours prendre en compte les facteurs humains, le contexte social, c'est un peu une nécessité, c'est ce qu'on appelle aussi l'intégration des sciences humaines et sociales, c'est-à-dire que tout ce qui est innovation technologique ou sociétale prend toujours lieu à un certain temps, dans un certain lieu, et avec une certaine population, une économie, une culture différente. Donc ces facteurs sont toujours importants à prendre en compte. La garantie des respects des droits fondamentaux, très important pour le cluster 3. Notre conseil aussi, c'est de bien relire le plan stratégique qui peut s'avérer être intéressant et éclairant aussi pour pouvoir bien reposer les fondements et les principes de la réponse à votre appel à projet. Évidemment, notre guide est exhaustif, c'est-à-dire que n'est pas exhaustif, pardon, c'est vraiment une analyse synthétique pour vous donner en fait la compréhension sur chacun de ces appels, mais il faut toujours revenir au texte officiel publié par la Commission européenne, et donc c'est le Work Programme et les appels. Un rappel important, pas d'entité chinoise dans les Innovation Actions, demande de la Commission européenne, donc à prendre en compte. Sur l'éligibilité, je vous ai marqué que le Royaume-Uni était toujours pour l'instant éligible. On a créé une page spéciale sur le site internet horizoneurope.gouv.fr pour voir l'état d'éligibilité en fait, des différents partenaires, donc vous pouvez vous y référer autant que possible. La Commission européenne insiste également à applications civiles, non militaires. Il peut y avoir des applications militaires, mais dans le cadre de la réponse à l'appel à projet Horizon Europe, l'application doit être civile et non militaire. Donc tout ce qui est militaire, vous n'en parlez pas. Vous pouvez le faire par à côté, mais vous n'en parlez pas. Le rappel de tout à l'heure vaut toujours. Regardez les appels financés précédemment et démontrer comment votre proposition les prend en compte. C'est toujours bien d'en faire référence et puis vraiment de construire là-dessus. Une recommandation générale, utiliser Copernicus et puis être en lien avec le CERIS. Ça revient assez régulièrement dans les appels et dans la présentation des thématiques, donc voilà. La Commission européenne aussi a se réfère à de nombreux documents que j'ai tous recentrés ici dans le Work Programme. Ils sont tous indiqués, donc je vous les ai tous mis avec des liens. Donc vous pourrez voir en fonction des différentes thématiques qui vous intéressent, cliquer sur ces liens et puis prendre en compte ces documents. Voilà. Et évidemment, intérêt pour la Commission européenne de bien faire attention à la synergie des fonds. Et donc, je vous indiquais quels étaient les autres fonds auxquels, pourquoi pas, vous pourriez prétendre ou sur lesquels vous pourriez éventuellement trouver des informations sur ce qui a déjà été financé. Au niveau de Internet Security Fund, Integrated Border Management Fund, par exemple, Digital Europe, Cohesion Policy, le programme EDF ou bien l'UCPM. Voilà. En tout cas, tout ça sera à votre disposition dans ces appels. J'en arrive donc, et je suis désolé pour cette introduction un petit peu longue, mais elle me semble toujours nécessaire, sur les appels Border Management 2023. 4 appels, pas un grand nombre d'appels, mais 4 appels, 5 lauréats. Donc ça veut dire qu'en général, sauf pour l'appel qui sera concerné, il n'y aura qu'à chaque fois un seul lauréat. D'où l'intérêt de bien vérifier à chaque fois l'écrit, que vous remplissez bien toutes les conditions d'éligibilité de l'appel, et de veiller à proposer une candidature qui soit la plus qualitative possible, parce que on a vu, il y a des appels qui sont assez concurrentiels, plus dans la destination DRS que dans la destination BM sur les derniers chiffres que j'avais. Mais ça reste toujours une compétition, et comme il n'y a qu'un lauréat, du coup, il pourrait être intéressant de prendre garde à bien répondre à l'appel à projet. 2 IA, 2 RIA.
Je vous passe rapidement sur les impacts, mais en gros, c'est ce qui est attendu pour la destination Border Management. En fait, c'est de sécuriser tout simplement tout ce qui est voyage, et alors essayer de faire en sorte que le trafic soit moindre, que les personnes puissent passer dans de meilleures conditions et dans une meilleure sécurité, tout en respectant à chaque fois, on le rappelle, hein, les droits fondamentaux, c'est-à-dire respect de la vie privée et des données. Et puis avoir une meilleure gestion des frontières aériennes, terrestres et maritimes. Ici, j'ai fait un travail peut-être un petit peu plus d'identification de tous les textes pour lesquels la Commission européenne faisait référence dans la destination Border Management. Donc, je vous les ai tous mis ici avec un lien cliquable. Il est indiqué dans le programme de travail qu'il faudra aussi bien veiller, alors comme Frontex, qui est l'agence en lien avec la Commission européenne sur le management des frontières, va prendre une part croissante, ai-je cru comprendre, dans le work programme, dans l'implémentation de la gestion des frontières. Il y a une feuille de route Frontex dont il est indiqué qu'elle sera à venir en 2023. J'ai fait mes recherches ces derniers jours et je n'ai pas vu la feuille de route apparaître, mais ce sera un document important à prendre en compte parce que Frontex pourrait être amené aussi peut-être à s'impliquer ou à s'insérer dans des appels à projets. Pour l'instant, je n'en sais pas plus, on n'a pas la feuille de route, donc je ne pourrais pas vous dire exactement ce dont il s'agit, mais je reste attentif à cette question. Et dès que la feuille de route Frontex sortira, j'essaierai d'avoir un petit peu plus d'éléments à vous dire sur Frontex et sur l'implication de Frontex dans les appels à projets pour vous donner le maximum d'informations et que vous puissiez répondre en toute connaissance de cause sur ces appels à projets. Voilà. Les défis, je vous laisserai lire, mais on a bien compris de quoi il s'agissait. Donc, on en arrive directement maintenant au premier appel, Border Management, numéro 1. Donc, performance et une flexibilité accrue de la surveillance des frontières. Donc, ce projet, il n'y aura qu'un seul lauréat, donc à 7 millions d'euros. C'est une IA et pour le coup, l'idée, là, c'est vraiment de prendre en compte la diversité des problèmes auxquels les opérateurs peuvent se confronter au niveau des frontières. C'est-à-dire qu'on peut avoir aussi bien des frontières maritimes à la Méditerranée, des frontières terrestres extérieures comme les pays nordiques, par exemple, qui peuvent tous présenter des défis différents en matière de surveillance des frontières et donc qui entraînent aussi des difficultés un peu différentes pour les surveiller efficacement et peut-être dissuader toutes les activités illégales qui pourraient se passer aux frontières. En plus, évidemment, la Commission européenne a repéré que ces difficultés n'étaient pas pérennes, mais qu'elles pouvaient évoluer en fonction du temps, peut-être également en fonction de l'espace d'une année, en fonction des saisons ou en fonction d'événements qui pourraient être extérieurs. Il y a une sorte d'impensé de non-dit ici qui est l'Ukraine, hein. On voit bien qu'il y a l'idée aussi dans ce programme de travail, ce sera de pouvoir être plus préparé à des situations imprévues telles que des guerres qui pourraient apparaître en Europe. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir faire en sorte qu'on soit plus performant, plus flexible et qu'il y ait aussi une meilleure interopérabilité. Je vous remercie de prendre attention au micro, s'il vous plaît. Qu'il y ait une meilleure interopérabilité donc, dans les différents systèmes de frontières européens. Excusez-moi, je coupe les micros. Voilà, qui sont ouverts. Vous pouvez me poser une question, hein, ça n'empêche pas. C'est juste que je coupais tous les micros. Et donc, dans les différents points que je vous ai écrits ici, qui sont un peu le résumé de ce qui est attendu par la Commission européenne, la Commission européenne cite assez précisément en fait, des technologies qui pourraient être déployées pour mieux répondre à ces appels à projets. Par exemple, alors elle parle de tours de surveillance semi-autonome déployables en réseau, mais tout ça, vous le retrouverez dans le programme. Ensuite, la réalité virtuelle et augmentée pour améliorer la connaissance de la situation, par exemple, des capteurs avancés pour la géolocalisation, des systèmes passifs à faible énergie ou l'intelligence artificielle, toutes ces choses donc, qui seraient à même de pouvoir mieux aider à la surveillance des frontières. Il y a aussi quelque chose que je n'avais pas vu l'année dernière, mais je n'avais pas non plus porté précisément mon attention dessus, mais il y a aussi de plus en plus
un discours de la Commission européenne vers la sobriété énergétique. Donc, veiller à ce que tout ce qui est déployé, tout ce qui est imaginé, toutes les solutions ou les innovations technologiques doivent être efficaces, comme le dit la Commission européenne, efficaces de manière économique et énergétique, et limiter leur impact environnemental et être de plus en plus durable et opérationnel à l'avenir, c'est-à-dire avoir une vraie pérennité et pourquoi pas aussi intégrer une sorte de paramètre de recyclabilité dans dans ces appels à projets. La Commission européenne, dans les points importants à venir, donc, cite très clairement qu'il y a un vrai besoin de coopération européenne forte et de pouvoir être compatible avec le programme Eurosur et CIS, qui est l'environnement commun de partage de l'information européen, sur lequel donc il y a un lien que vous pourrez voir, de faire évidemment attention à la protection des données et de s'appuyer sur les résultats ou sur le consortium BM01 2021 qui est actuellement connu et sur lequel je vous ai donné un lien. Voilà. Évidemment, s'appuyer sur Frontex, c'est aussi indiqué. Les propositions soumises dans le cadre de ce thème doivent répondre aux priorités de Frontex en se basant sur la feuille de route de Frontex dès lors qu'elle est disponible. C'est-à-dire que là, je reprends vraiment les mots de la Commission européenne dans le Work Programme. Donc, dès lors qu'elle est disponible, pour l'instant, la feuille de route n'est pas encore disponible. Donc, dès qu'elle le sera, il faudra pouvoir s'en regarder. Voilà. Consortium obligatoire donc de Border Coast Guard Authorities. J'ai pas vu plus d'implication d'autres acteurs. Et puis en bas, je vous ai mis tous les appels à projets qui avaient déjà financé d'autres thèmes, enfin d'autres appels sur cette thématique. Voilà. Alors, je prends note de ce qui est dit de la part de François. C'est très paradoxal de demander la sobriété génétique en nous demandant la technologie d'IA-Tech très énergivore en énergie et ressources. Comment se réévalue ce paradoxe? Très bonne question, François. En faisant en sorte que ces IA et toutes les technologies qui sont utilisées soient pérennes, soient durables et soient les moins énergivores possibles. J'imagine qu'après, la Commission européenne comprend bien que ce sont des solutions qui ont besoin d'énergie, mais je pense qu'elle va commencer à nous inciter ou inciter la communauté à à intégrer ce critère dans la réponse à l'appel à projet. C'est pas un critère éliminatoire pour l'instant, donc il faut juste pouvoir dire qu'effectivement il y a une attention qui est portée à ce point de vue. Mais on pourra en reparler évidemment plus longuement si vous le souhaitez. Je t'en prie. N'hésitez pas s'il y a des questions. Sinon, je vais passer au deuxième appel. Je passe au deuxième appel, mais on pourra revenir si vous voulez sur ce premier appel. Deuxième appel, assez clair pour le coup. Alors, je prends note de l'interpellation dans le chat. Il faut peut-être faire un comparatif avec des solutions alternatives comme des patrouilles motorisées. Tout à fait, effectivement. Ça, là, pour le coup, je ne peux pas vous dire non plus ce qui serait bon à faire, mais ça peut être... Oui. Quelqu'un a allumé son micro? Non. Merci de prendre garde à vos micros qui restent éteints. Donc, je reprends ensuite cet appel numéro 2, une RIA. Un projet, 4,9 millions euros pour assez clairement identifier, inspecter, neutraliser toutes les munitions non explosées en mer. Alors, je vous laisse prendre lecture de ce qui est demandé, mais ce que la Commission européenne a identifié, c'est qu'effectivement, on gît dans les mers européennes et souvent à proximité des côtes européennes, dû à l'histoire aussi de l'Europe, de nombreuses munitions non explosées, que ces munitions posent un risque croissant pour plusieurs choses. Tout d'abord parce que les côtes, les rivages et les mers ont de plus en plus une valeur économique sur lequel donc, on retrouve pas mal d'opérateurs économiques. Donc les citoyens aussi, le tourisme, ce genre de choses posent de plus en plus de problèmes. Et le fait que ces munitions soient disponibles aussi peut-être en grande quantité pose un autre problème pour la sécurité, étant donné qu'elles pourraient être aussi captées
par des personnes mal intentionnées qui pourraient pouvoir les récupérer et les utiliser à des fins illicites, notamment criminelles et ou terroristes. Donc l'idée est vraiment de pouvoir ici alors cartographier, identifier, évaluer, inspecter, récupérer, neutraliser, éliminer, d'avoir une vraie chaîne de commandement quasiment et de suffisamment d'opérateurs pour pouvoir identifier et neutraliser toutes ces missions non explosées. Alors, un point important pour la Commission européenne, c'est de tenir compte des résultats et des recommandations d'une étude en 2022. Je vous l'ai mis sur le côté, la Study on Underwater Unexploded Munition Final Report, donc, qui a été un document important pour la Commission européenne et sur lequel il va falloir se baser pour répondre aux appels à projets. Et également, un point très important à prendre en compte, c'est qu'ici, il est clairement indiqué, donc ça veut dire que c'est une véritable obligation du côté de la Commission européenne, c'est d'impliquer des opérateurs en mer de manière quasiment obligatoire. C'est-à-dire que ici, la Commission dit l'implication des parties civiles au-delà des civil authorities, des autorités civiles, telles que les opérateurs en mer, est donc fortement encouragée. Donc, il faut vraiment pouvoir mieux comprendre les lacunes et les besoins en matière de capacité civile pour pouvoir les impliquer et faire en sorte de répondre à cet appel à projet. Alors, voilà. Alors, ici encore, la Commission européenne nomme, sans que ce soit une contrainte, mais différents projets de recherche qui pourraient être faits sur les sonars, les capteurs, des capacités d'analyse embarquées pour les échantillons de matériaux, profilage hydroacoustique, intelligence artificielle pour la détection et la classification, les remorques à ailettes depuis les navires ou l'architecture des systèmes. Voilà, toutes ces choses-là qui pourraient être intéressantes pour la Commission européenne. Et ici, je vous ai mis pas mal de liens. Pas forcément uniquement sur les différents appels à projets d'Horizon Europe, mais aussi sur d'autres fonds qui sont cités par la Commission européenne comme étant importants. Et puis 3 projets qui ont été financés, Probant, Conmar, et puis Amotras, et puis peut-être Elcom également, qui sont vraiment focalisés sur ces munitions. Donc voilà pour cet appel qui me semble être assez clair. Je reprends une question qui m'est adressée. J'attendais de voir la suite, mais le premier appel peut-il être multipartenaire avec des Britanniques, s'il vous plaît? Alors, le premier appel est forcément multipartenaire. Je rappelle les règles d'éligibilité de la Commission européenne, en tout cas au niveau du consortium. 3 entités différentes issues de 3 pays membres ou associés de l'Union européenne obligatoires, avec au moins un pays obligatoire, une entité d'un pays membre de l'Union européenne obligatoire. Les Britanniques, pour l'instant, sont toujours éligibles à ce stade. Donc oui, il est obligatoirement multipartenaire avec ou sans Britanniques. C'est une IA, donc interdiction d'y impliquer des entités chinoises. Voilà. Voilà pour le deuxième appel. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Sinon, je mets le troisième appel sur l'identification des personnes au passage des frontières. Un appel, on le voit, qui a déjà été largement financé par la Commission européenne dans les années précédentes. On pourrait même s'étonner que ce soit une RIA, 2 projets à 3 millions d'euros, donc pour le coup de lauréats qui seront intéressants. Et l'idée, c'est d'aller au-delà en fait de ce qui est actuellement fait en matière de biométrie, notamment biométrie on the move, de biométrie comment dire en mouvement. Parce que l'idée là de la Commission européenne, c'est de dire que la biométrie est un des moyens les plus souvent utilisés et les plus fiables aussi pour valider l'identité d'un individu, que ce soit empreinte digitale ou des images en 2D ou bien l'iris. Que ces technologies sont très appliquées, très utilisées aujourd'hui, mais qu'elles souhaitent voir quelles sont en fait les autres potentialités de ce qui n'est pas encore utilisé aujourd'hui, notamment sur tout ce qui est validation de l'identité en mouvement.
Et donc, c'est pour ça qu'elle essaie de financer tout ça. L'idée, c'est vraiment d'essayer de voir aussi comment est-ce qu'elle cite tout un ensemble encore de différentes technologies qui pourraient être utilisées. Images faciales en 3D, biométrie sans contact, alors, reconnaissance de l'iris à longue distance, veine palmaire aussi, tout ce genre de choses aussi qui peuvent aider à valider l'identification des identités en mouvement. Elle cite, alors dans les points importants, oui, évidemment, intégrer les modules de santé, parce qu'en cas de pandémie, évidemment, ça peut changer la donne, et de s'appuyer sur 2 autres projets. Donc là, pour le coup, il y a vraiment des rapprochements à faire et des contacts à avoir avec les consortiums des appels BM de 2021 BM 0103 et 2022 BM 0102. Donc les consortiums pour 2022, on n'a pas encore finaliser la période d'évaluation. Ce sera plutôt au mois d'avril qu'on connaîtra les lauréats. Donc, dès que vous aurez le temps de constater qui est lauréat et de pouvoir prendre connaissance de ces différents lauréats pour pouvoir ensuite les intégrer dans votre consortium. Voilà. Pas vraiment de points d'alerte autres. Uniquement, il y a référence encore ici dans cet appel à la feuille de route de Frontex. Ce sera ici, hein, c'est un peu ce qui est dit ici, qui n'est pas encore disponible. Donc, dès qu'elle sera disponible, il faudra en prendre en compte. Et puis, l'idée aussi, c'est que vous pourrez utiliser donc le BOMIC. Alors, le BOMIC, c'est le Border Management Innovation Center, qui est un espace physique et collaboratif de Frontex pour laisser la démonstration, la simulation et l'évaluation de prototypes de systèmes, de processus et de procédures de contrôle aux frontières, qui met l'accent sur l'interaction homme-machine et l'émulation d'environnements opérationnels réels. Donc, tous les 2 projets financiers, donc, et c'est peut-être la raison pour laquelle c'est une RIA, aura l'occasion de pouvoir utiliser donc ce Border Management Innovation Center, qui doit se trouver à Bruxelles, j'imagine, ou ailleurs, je ne sais pas, mais je vérifierai cette information. Donc, ça peut être intéressant aussi. Vous aurez du matériel concret sur lequel vous pourrez vous baser. Voilà. S'il y a besoin de plus de détails sur cet appel, on pourra y revenir. Il y a aucun problème, si ce n'est pas aujourd'hui, en tout cas un autre moment. Voilà. Et je passe au 4e appel, qui sera le dernier, donc, puisque en 2023, 4 appels pour Border Management. Un projet, 6 millions d'euros, à nouveau une IA, donc exclusion des entités chinoises, sur l'interopérabilité des équipements de contrôle douanier. Bon, là, ici, vous connaissez la doctrine ou la philosophie de l'Union européenne. La stratégie de l'Union européenne, c'est d'agir comme un seul homme sur son territoire. C'est-à-dire que pour agir comme un seul homme, il faut que chacun puisse disposer des mêmes informations à un même moment et de pouvoir agir, effectivement, d'être en capacité d'agir comme un seul homme. Mais et on le sait très bien. Chaque pays a aussi ses propres préoccupations ou ses propres critères, et c'est également ses propres technologies et infrastructures en matière de contrôle douanier. Et donc, l'idée ici, ça va être de pouvoir trouver concrètement une marche à suivre, définir des exigences déjà. Premier point, définir des exigences. Ensuite, créer une marche à suivre pour permettre et vraiment améliorer l'interopérabilité des équipements douaniers et des données. Les solutions attendues doivent porter, là je relis la Commission européenne, sur les bibliothèques de référence de données, sur les substances, sur les matériaux disponibles et partagés avec les autres autorités, de mettre à jour toutes ces bases de données, de les partager rapidement pour permettre en fait une lutte plus rapide contre les substances et matériaux illicites et voilà, et avoir disons un état des lieux, un état de l'art, une connaissance partagée qui se fasse quasiment en temps réel sur l'ensemble du territoire européen. Agir comme un seul homme, c'est répété 2 fois dans cet appel à projet. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir améliorer en fait ces systèmes de communication. Voilà. Ici, parmi les projets de recherche
que la Commission européenne cite, c'est tout ce qui est blockchain. Intelligence artificielle revient beaucoup, c'est nommé sans qu'elle en dise beaucoup plus dessus, mais l'intelligence artificielle revient beaucoup, la spectroscopie ou bien la fusion de données. Voilà. Je vous ai indiqué qu'il était important d'impliquer cet instrument, Custom Control Equipment Instrument, sur lequel vous avez un lien, et au niveau du consortium, donc de Border Coast Guard Authorities. Alors, j'ai eu du mal à retrouver. J'ai cru qu'il y avait plus d'appels à projets sur l'interopérabilité. Il me semblait que ça avait été quelque chose qui avait été fait plus souvent ou financé plus souvent dans les années précédentes. J'ai retrouvé un appel en 2014, un en 2015, et puis je vois un appel en 2024. Alors, ça m'étonne, je vais continuer mes recherches, mais j'ai lu de nombreuses fois les précédents Work Programmes et j'en ai pas vu beaucoup plus. Donc, je vais vérifier ça, peut-être aussi avec mes collègues. On va essayer de regarder un petit peu ce qu'il y a pu y avoir. Et puis, si j'ai des données supplémentaires à vous donner, je vous les ferai parvenir dans un second temps. Voilà, j'en ai fini pour la présentation de ces appels 2023. Je peux vous dire les appels 2024. Donc, vous avez ici les titres des appels 2024. Je suis désolé de les avoir mis si petits. Je ne pensais pas avoir fait ça, mais c'est pas grave. Je ne suis pas forcément maître de PowerPoint. Donc, ici encore, on parlera d'interopérabilité pour la surveillance maritime. Ici, oui, un autre appel 2024 sur les documents de voyage aussi, qui peut être tout à fait intéressant. Ici, sur les faux positifs, oui, en fait, sur un meilleur passage aux frontières. Et là, un appel qui peut aussi avoir pas mal de liens avec une autre destination qui est Fighting Crime and Terrorism, dont il y a eu plusieurs appels à ce propos l'année dernière, sur la détection et le trafic de biens illégaux. Voilà. Donc, des appels intéressants. On a déjà la liste de ces appels. Dans le Work Programme, vous avez déjà accès aussi à ces appels. Donc, vous pourrez aussi regarder quels sont concrètement ce qui est attendu dans ces différents appels. Ça vous donne la possibilité de vous dire si un appel en 2023 n'est pas forcément convaincant, de pouvoir candidater en 2024, sachant qu'en 2024, les appels seront à déposer pour le mois de novembre 2024. Voilà. Alors, pour finir, s'il vous plaît, pouvez-vous confirmer que j'ai bien entendu compris, pour chaque, c'est un seul lauréat? Pas tout à fait. Je reprends donc ce que j'ai dit. Ici, quand je marque un projet 6 millions d'euros, ça veut dire qu'effectivement, il n'y aura qu'un seul lauréat pour le BM0104. Pour le BM0103, donc avec l'utilisation du BOMIC sur l'identification des passagers aux frontières, il y aura 2 projets qui vont être financés pour 3 millions d'euros. Et pour les 2 autres projets, donc le BM0102, c'est un seul projet à 5 millions d'euros et BM0101, c'est un seul projet. Si vous restez à la séance de questions, je pourrais compléter mon propos. Voilà, donc pour l'instant, ce qui est connu, c'est ça. Mais je pourrais vous en dire plus. Pour aller plus loin, on vous donne accès à pas mal d'informations sur le site de la Commission européenne, sur le portail français, sur lequel nous, on donne beaucoup d'outils, les possibilités de financement. Alors pour les entités publiques, donc ça vous intéresse peut-être moins, enfin ça intéresse plus les académiques, du coup, le montage, l'aide au montage de projets ANR, ou sinon pour les PME, le Diagnostic Europe BPI ou DTI ou PTI, je ne sais plus. Enfin, en tout cas, le lien est bon. On pourra en parler si vous le souhaitez. Ah oui, on vous indique aussi qu'il peut être important ou intéressant de s'inscrire en tant qu'expert évaluateur. L'expert évaluateur, en fait, sera, pas toujours, mais en tout cas convoqué en fonction de ses expertises par la Commission européenne. On lui proposera donc d'évaluer des dossiers en réponse à un appel à projet européen. Ça peut être intéressant si vous ne connaissez pas vraiment les appels à projets européens parce que vous pouvez avoir accès à la mécanique de l'appel à projet, ce qui est attendu par la Commission européenne au niveau de l'évaluation, puis aussi à des dossiers en réponse à ces appels à projets qui peuvent donc vous indiquer une sorte de démarche à suivre. Donc on vous met ici un guide pour devenir expert et puis aussi un lien pour vous enregistrer en tant qu'expert si jamais la démarche peut vous intriguer ou vous intéresser.
Il pourrait être intéressant aussi pour certains d'entre vous de participer à ce qu'on appelle le GTN. Le GTN, c'est une entité gérée au sein du ministère, donc là où nous travaillons, qui est en charge d'être en lien avec la Commission européenne pour faire remonter ce qui est attendu par la communauté française. Donc, pour faire des remontées d'informations, il faut qu'on puisse savoir ce que pensent les différents lauréats ou les différents participants. Et donc, ça peut être intéressant pour vous de vous inscrire au GTN. Donc, ici encore, on vous a mis un lien pour vous inscrire au GTN. Le réseau des PCN, nous ne sommes pas seuls, nous sommes ici sécurité, mais il existe d'autres PCN pour d'autres appels à projets. Donc, le cas échéant, si nous n'avons pas une information, d'autres collègues pourront l'avoir. Et rien ne vous empêche d'aller voir aussi les autres PCN pour tous les appels qu'ils pourraient proposer dans les différentes thématiques qui pourraient vous intéresser. Voilà. Et enfin, voilà, c'est l'équipe du PCN qui est à votre disposition, à votre service. Jean-Florian Baquet-Roulet, donc qui est membre, puis Frédéric Ferland, qui sont membres de ce PCN. Et donc, n'hésitez pas à nous interpeller pour toute question, pour tout besoin, pour toute demande. On peut faire des rendez-vous bilatéraux pour essayer de discuter avec vous sur vos appels à projets. Voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est d'arrêter l'enregistrement. Comme ça, on va pouvoir passer à une séance de questions-réponses, peut-être plus libre. Voilà.